C'est l'heure de votre émission Le Débrief. Merci de nous rester fidèles pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné au Sénégal la fin du système de parrainage électoral. Celui-ci impose aux candidats de recueillir les parrainages de 1% du corps électoral pour se présenter. La Cour estime que le code électoral du pays viole le droit de libre participation aux élections. De quel pouvoir dispose la Cour de justice de la CEDEAO pour faire respecter sa décision? Le Sénégal se conformera-t-il à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO pour les prochaines joutes électorales dans le pays? Des éléments de réponse en première partie d'émission. Depuis 2010 et l'élection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée, Cellou Dalein Diallo est le visage de l'opposition guinéenne. Il est aussi celui qui s'est rapproché le plus près de la magistrature suprême. Candidat malheureux lors de la dernière élection présidentielle en Guinée, Cellou Dalein Diallo continue de crier au hold-up électoral et n'envisage pour l'heure aucune reconversion. Quel avenir politique pour l'opposant Cellou Dalein Diallo en Guinée? On en parle en fin d'émission avec mes invités du jour. Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation du débrief. Merci beaucoup Régis et merci à mon co-débatteur. En face de vous, co-débatteur Djibril Ning, membre du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, CRADEC. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci d'être là, d'avoir été invité pour être là. Et évidemment, j'envoie mes salutations à mon co-débatteur, Karim Diakhaté. Nous allons... Oui, allez-y. Et à vous-même, je veux dire. Merci. Nous allons tout de suite démarrer, messieurs, par cette première problématique liée évidemment au système de parrainage. Dans un arrêté rendu le 28 avril, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le système de parrainage adopté pour la présidentielle de 2019 au Sénégal viole le droit de libre participation aux élections. Comment avez-vous personnellement accueilli cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO ? Merci pour cette question. Nous avons accueilli au niveau du GRADEC et au niveau de la société civile d'une manière générale avec cette décision de la CEDEAO avec pas grande surprise, sans grande surprise, disons. Parce qu'il est dit exactement que le système de parrainage est inéquitable et qu'il faut le supprimer. Il s'agit bien du système. Il ne s'agit pas du parrainage dans son principe. Si on entend bien les mots, il s'agit du système. Alors le système tel qu'il a été bâti, effectivement, il est inéquitable et nous avons déjà, en tant que société civile, lors de la médiation que nous avons effectuée entre l'opposition et la majorité, n'est-ce pas, attiré l'attention de la majorité, notamment du président de la République, sur le fait que le système était, s'il était laissé comme tel, pouvait être inéquitable. Cela pose donc ce système-là trois problèmes. D'abord, il y a la conception, il y a disons, il y a le principe, il y a la conception et il y a la mise en œuvre. Alors, dans le principe, nous avons pensé et nous l'avons dit aux acteurs, notamment à l'opposition et à la majorité, que le parrainage, du point de vue de la doctrine et du point de vue de la pratique électorale internationale, était tout à fait recevable. Mais que c'était du point de vue des principes d'application et de mise en œuvre, c'était sur ce plan-là qu'il fallait s'entendre de façon consensuelle, de façon à ce que ces principes-là d'application soient des principes inclusifs et non pas d'exclusion. En parlant de ces comme principes, ça a été le cas. En parlant de ces principes, Karim Diakhaté, est-ce que les arguments avancés par cette juridiction sous-régionale sont-ils fondés? Mais parfaitement, en fait, je pense que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est quand même une cour qui intervient à un niveau communautaire, engage pratiquement tous les États qui sont signataires donc, de la CEDEAO. Par conséquent, il y a effectivement matière à réflexion par rapport à un certain nombre de décisions. Mais je voudrais en fait revenir un peu, M. Ning l'a rappelé tout à l'heure, sur les modalités du système de parrainage. Il faut se dire que depuis quelques années, effectivement, beaucoup de pays africains ont adopté ce système-là
et il diffère effectivement selon les pays, mais on retient que très souvent, ce système qu'on est en train d'appliquer dans beaucoup de nos pays est quand même, disons, à la remorque de ce qui est pratiqué dans d'autres pays, en Europe, où on a vu... c'est le cas actuellement au Bénin. Au Bénin, on a parlé de, je vais en parler, mais les vieilles démocraties comme l'Allemagne ou la France ou la Belgique ont depuis très longtemps appliqué le système de parrainage. En France, depuis 1962, le parrainage existe, avec la possibilité en fait pour chaque candidat d'avoir au moins 500 élus. Mais pour le cas de nos pays, il y a une différence fondamentale. Au Bénin, que vous venez de citer, par exemple, il faut au moins le 10% donc des élus pour avoir le droit de participer à une élection. C'est énorme. Ce qui est vraiment discriminatoire, dans la mesure où effectivement la plupart des élus sont des élus de la majorité. On a vu au Mali, en 2016, le système du parrainage a été institué et là-bas on demandait juste à peu près une vingtaine d'élus. Pour le cas du Sénégal qui nous intéresse, en 2017, il y avait le système de parrainage que certains ont jugé de discriminatoire dans la mesure où effectivement il ne permet pas la libre participation d'abord des électeurs et en plus également il discrimine certains candidats par rapport à d'autres. Libre participation de certains candidats. Alors 6 mois, M. Ning, c'est le délai dont dispose le Sénégal pour supprimer le système de parrainage électoral. La Cour dispose-t-elle de pouvoir pour faire respecter sa décision? Bon, comme la plupart des instances internationales, la Cour n'a de pouvoir que un pouvoir, disons, la décision a une portée plus morale qu'autre chose, tu vois. Elle est contraignante sur le plan moral et sur le plan politique international par rapport à l'image du Sénégal, par rapport à la crédibilité du Sénégal. Le Sénégal ne ferait pas bonne image et ne serait pas très crédible sur le plan international. Mais pas plus que ça, la Cour n'a pas de force contraignante, n'est-ce pas, pour amener ipso facto le Sénégal à appliquer la décision. Alors j'aimerais revenir sur la conception. J'ai parlé du principe. Du point de vue de la conception, c'est là où justement ça rejoint le système dont parle la Cour. Du point de vue de la conception, il y a, comme M. Diakhaté vient de le dire, plusieurs, disons, modalités, systèmes, disons, de parrainage, plusieurs conceptions. Il y a le parrainage citoyen, n'est-ce pas? Il y a le parrainage par les élus, en fait, soit par les... Et il y a le parrainage à la carte, ce que d'ailleurs les auditeurs qui viennent de quitter le Sénégal, de l'audit du fichier, ont recommandé. Ils ont recommandé un parrainage à la carte, c'est-à-dire qu'on désigne ceux qui peuvent, vont être parrainés, peuvent être parrainés par tant d'élus municipaux ou tant de députés, ou alors par un parrainage citoyen. Voyez, ils pensent que ce serait plus équitable et c'est une recommandation très claire des experts de l'audit du fichier qui viennent de quitter. Alors, ces auditeurs nous ont rejoints parce que nous, société civile, en 2018, lors de la concertation dirigée par l'ambassadeur Seydou Nourouba, n'est-ce pas, autour de la revue du code électoral, nous avions, disons, l'opposition et la majorité étaient bloqués sur ce point-là et nous leur avions fait une proposition sur leur demande. Et c'était cette proposition-là que les auditeurs viennent de faire, que nous leur avions faite. Nous pensons que le Sénégal va revoir justement la conception et maintenant revoir aussi la mise en œuvre. Parce que le système concerne également la mise en œuvre. Et vous pensez vraiment que le Sénégal va revoir ce système-là de parrainage en vue évidemment des différentes joutes électorales qui vont s'installer dans quelques mois au Sénégal? Écoutez, les auditeurs sont allés jusque-là de l'audit du fichier. Ils ont dit effectivement que le Conseil constitutionnel, qui était en train de contrôler les parrainages, justement, n'est pas habilité et qu'il faut amener ce contrôle au niveau de la DAF ou d'une autre structure. Et c'est compréhensible parce que le Conseil constitutionnel est juge des élections. Or, on ne peut pas être jugé parti. Voyez, ils disent que ce n'est pas un organe n'est-ce pas, habilité en matière d'opération électorale. Voyez, ils demandent donc qu'on les a. Donc, du point de vue de la mise en œuvre également, il y a des problèmes. Donc, c'est au niveau et de la conception
et de la mise en œuvre qu'il y a des problèmes par rapport au système de parrainage. Mais pourquoi et si le Sénégal les corrige ces anomalies. Mais pourquoi ça a pris du temps? Vous l'avez souligné, c'est depuis 2018. Pourquoi ça prend du temps, justement, de remettre en place ces réformes? Parce qu'on a l'habitude de tout politiser dans nos pays. Peut-être que le dessein qui était derrière ça, c'était d'exclure des candidats. Ce qui a été atteint d'ailleurs. Il y a eu des candidats de poids qui ont été exclus, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner au premier tour les élections. C'est ça. Parlons de ce parrainage. Alors, le parrainage citoyen est introduit dans la Constitution sénégalaise depuis 1991. Ce texte peut-il constituer un danger pour la démocratie sénégalaise? Très bien. En fait, je vais d'abord compléter M. Ning. Allez-y, M. Par rapport aux recommandations des experts, ils ont aussi demandé à ce que la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, puisse donc participer à toutes les étapes du processus du système de parrainage. De contrôle, justement. De supervision. De supervision également. Parce qu'en réalité, de quoi il s'agit? Les partis politiques, d'une manière générale, je ne parle pas de la majorité, n'ont pas la possibilité de contrôler le fichier électoral. Exactement. Le fichier électoral est donc détenu par le pouvoir, cela se comprend parfaitement. Et si les élections sont organisées de bout en bout par donc, le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Aménagement du Territoire dans d'autres pays, il est évident que forcément ils auront pratiquement toutes les données nécessaires par rapport à un certain nombre d'aspects qui pourront contrôler tout le processus, ce qui, de mon point de vue, déjà discrimine les différents candidats. Maintenant, pour revenir exactement à votre question, je pense que ce qui avait été établi en 91, effectivement, pouvait être modifié plus ou moins en tenant compte de la réalité, parce que c'est vrai que le système de parrainage a du bon également, dans la mesure où effectivement il permet de rationaliser un peu la participation des acteurs politiques. Exactement. On a parlé de plus de 300 partis au Sénégal. J'ai vérifié l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une centaine de listes, 139 qui s'étaient présentées, et au bout du compte, une vingtaine avaient été retenues, et sur lesquelles seuls 5 candidats ont été finalement donc validés. Donc c'est là pour vous dire qu'en fait, il y a, c'est vrai, ce problème du contrôle effectif donc du nombre important quand même de partis. Cela mérite réflexion, forcément, aussi bien au Sénégal que dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, mais cela aussi ne doit pas être un facteur aggravant. Il faudrait plutôt réfléchir, M. Ning l'a dit, sur les modalités même de mise en œuvre de ce système de parrainage, faire en sorte que tous les acteurs soient au même pied d'égalité, ou bien en tout cas tendre vers cela et faciliter véritablement le contrôle aussi bien du fichier électoral que du processus en lui-même. En parlant justement de ce système de parrainage, M. Ning, est-il normal dans une démocratie comme le Sénégal qu'un candidat, pour se présenter à une élection, doit d'abord être parrainé? Oui, oui et non, mais oui, dans la mesure où ça ne remet pas en cause la liberté de candidature. Ouais. Donc, si on doit faire un parrainage, on doit le faire de façon compatible avec la liberté de candidature. Mais si on le fait de manière à exclure des candidats... Et vous pensez que c'est le cas? Et c'est le cas, oui, c'est le cas. Aussi bien dans la conception, comme je vous ai dit, que dans la mise en œuvre tout à l'heure. Voyez. Et par rapport à l'accès aux fichiers dont vous parliez tout à l'heure d'ailleurs, en réalité, l'article 48, L48 du Code électoral ouvre l'accès aux fichiers, non seulement à la Sénat pour contrôler, mais à tous les acteurs, aux partis politiques légalement constitués au Sénégal. Mais cet article-là ajoute dans le dernier alinéa qu'un décret réglementant l'organisation et le fonctionnement du fichier doit être pris. Or, ce décret n'a jamais été pris. Et les auditeurs, d'ailleurs, l'ont soulevé et ont dit qu'il faut que le décret soit pris parce que, justement, comme au niveau de l'article 48, il y a à d'autres niveaux du code électoral, le fichier connaît des problèmes d'application. Parce que, justement, les textes d'application qui permettent d'opérationnaliser le fichier à ce niveau-là ne sont pas pris. Voyez. Donc, au final, le parrainage peut être une bonne chose, comme M. Karim l'a dit, par rapport à la nécessité de rationaliser le paysage politique, par rapport à l'explosion du nombre de partis,
n'est-ce pas? Mais il faut le faire de façon non discriminatoire, de façon juste et équitable, dans les conditions qui mettent tous les candidats, qui sauvegardent la liberté de candidature et qui mettent tous les candidats sur le même pied d'égalité. On parle justement de ce parrainage. Alors, si chaque candidat, M. Diakhaté, part à l'élection avec un acquis d'1%, parce que évidemment c'est le pourcentage recommandé pour ces parrainages-là, qui est équivaut à 65 000 voix, par exemple, qu'est-ce qui est prévu au cas où le candidat n'atteint que la moitié de ce pourcentage? Bon, en réalité, je pense que le pourcentage équivaut à peu près à 53 000, hein, à peu près, bien moins des 65 000. Mais bon, disons qu'en fait, c'est un système qui ne permet pas véritablement de voir le poids des uns et des autres. Non, le système est bon, c'est vrai, on l'a dit, mais là où le bas blesse, c'est au niveau maintenant de l'interprétation des différentes données. Certains acteurs n'ont pas accès effectivement à... Donc j'ai parlé du fichier électoral. Par conséquent, on ne sait pas véritablement si on a les bons parrains. On a vu le cafouillage qu'il y a eu la dernière fois au moment du dépôt des listes, avec tous les gens qui sont venus pour être parmi les premiers, parce qu'en réalité, ce sont les premiers qui sont les premiers servis. Celui qui détient les listes, par conséquent, a une longueur d'avance sur les autres. Celui qui vient derrière, il y a le cas de M. Boubacar Camara, qui avait présenté une liste de plus de 60 000 personnes, mais on s'est rendu compte que sur cette liste-là, il n'y avait pas 40 000 qui étaient valables, parce que la plupart étaient des doublons, ou bien en tout cas des candidats, des parrains qui avaient été déjà inscrits sur d'autres listes. Il y a eu le cas aussi de Gakou, donc pour toujours vous parler de ces éléments-là. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que cela reflète au niveau national, je ne saurais le dire. Mais bon, je voudrais aussi amorcer un peu pour revenir sur l'arrêt de la CEDEAO, de la Cour de la justice de la CEDEAO, qui me paraît très pertinent, pour rappeler que dans les mêmes conditions pratiquement, en 2015, la Cour de justice de la CEDEAO avait pris une décision allant dans le sens de réhabiliter les responsables du parti, de l'ancien parti du président Blaise Compaoré, qui avait été, disons, empêchés de participer aux élections et qui avait déposé un recours donc au niveau de la Cour de justice qui leur avait donné raison en leur disant effectivement qu'il fallait laisser la porte ouverte à ces gens parce qu'ils n'avaient pas, l'État burkinabé n'avait pas autorité à empêcher un candidat de se présenter. Donc dans le système du parrainage, c'est à peu près la même chose. On a vu le même cas au Bénin également, où beaucoup de candidats ont été effectivement empêchés de participer. Donc tout ça pour dire que le système de parrainage tel qu'il est appliqué doit être revu de fond en comble, parce que effectivement on a parlé de caractère discriminatoire, mais il y a une volonté réelle de certains États d'empêcher des candidats, effectivement, des adversaires tenaces de participer aux joutes électorales. En allant dans le même sens que vous, Monsieur Karim Diakhaté, Monsieur Ning, le professeur Ismaïla Madior Fall, ministre d'État auprès du président de la République, son Excellence Macky Sall, dénonçait dans une longue tribune publiée dans le quotidien national Le Soleil cette décision de la CEDEAO et propose une réforme de cette juridiction sous-régionale. Quelle appréciation faites-vous de la sortie du président Macky Sall? Je pense que c'est simplement une sortie politique. Parce que s'il avait bien lu et fait attention, il se rendrait compte que ce n'est pas le parrainage dans son principe qui est mis en cause par la Cour, mais c'est le système lui-même tel qu'il est bâti, il est construit ici. Et qu'il faut simplement le réformer au lieu de réformer la Cour, réformer le système pour qu'il soit compatible avec les principes démocratiques, n'est-ce pas? Alors je veux revenir sur ce que mon ami Fofana disait tout à l'heure par rapport à 1991. C'est la première fois en 1991 au Sénégal qu'on a appliqué le parrainage avec les candidatures indépendantes. On demandait 10 000 signatures à raison aux candidats indépendants, 10 000 parrains à raison de 500 parrains dans la moitié des régions. C'était ça. Alors, si vous voyez de 91 ans maintenant, le fichier a peut-être triplé, parce qu'il était aux environs de 2 millions à l'époque. Aujourd'hui, on est à 6 millions. Pratiquement, oui. Or, le nombre de parrains demandés ici, on a sauté de 10 000 parrains à combien? 53 parrains. On a multiplié par 5. Vous voyez cette volonté d'exclure, n'est-ce pas, de poser des conditions inaccessibles. L'autre chose, c'est le problème des doublons. Alors, les doublons,
On a dit d'abord que un seul parrain est permis et autorisé pour chaque candidat. On ne peut pas parrainer plus de 2 candidats. Ce qui risque de créer des doublons. Et maintenant, pour cela, on a dit le contrôle va commencer à partir du premier arrivant. Or, aucune modalité n'est dégagée pour désigner le premier arrivant. Exactement. Le pouvoir a dit, c'est moi, le premier arrivant. Donc, tous les parrains qui sont sur sa liste sont éliminés de facto sur les autres listes. Vous voyez le caractère inéquitable et discriminatoire de vraiment ce système-là qu'il faut revoir de fond en comble pour le conformer aux principes démocratiques, au principe du suffrage universel. Cette suppression annoncée, M. Diakhaté, du système de parrainage, une victoire pour l'Union sociale libérale sénégalaise, notamment pour son président Abdoulaye Tine, qui avait déjà saisi la juridiction sous-régionale en décembre 2018. On peut quand même le penser parce qu'effectivement, Maître Tine, qui avait introduit effectivement ce recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, peut effectivement plastronner pour dire qu'il a obtenu une victoire, même si, M. Nying l'a rappelé, c'est quand même une victoire qui reste symbolique. Attendons de voir effectivement l'État du Sénégal donc se conformer à la décision de la CEDEAO, mais pour revenir à ce que M. le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, M. Ismaïla Madior Fall disait, il faut dire que les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont exécutoires, malgré tout ce qu'on a pu dire. Il est vrai que M. Nying a dit qu'effectivement c'est l'image peut-être du pays ou l'image de nos dirigeants qui pourrait être plus ou moins éclaboussée, mais en réalité, si nous nous mettons juste dans le confort de quelqu'un qui observe un peu l'avenir très proche, le président Macky Sall va devenir l'année prochaine le président en exercice de l'Union africaine. Exactement. Je pense que de ce point de vue-là, il devrait quand même donner l'exemple par rapport en tout cas à la conformité avec nos textes communautaires. Alors, lors de la présidentielle de 2019, vous l'avez également souligné, Diakhaté en l'occurrence, 87 dossiers de candidatures déposés devant le Conseil de la Cour constitutionnelle. Seules 5 candidatures avaient été retenues. Cette loi, comme vous l'avez encore souligné, est-ce qu'elle n'est pas bénéfique quelque part pour filtrer un petit peu la flopée des candidatures lors des prochaines joutes électorales? Tout à fait. Elle est bénéfique dans son principe. Au point que le dialogue politique qui a été convoqué il y a 2 ans et qui continue de se dérouler encore, a retenu pour la rationalisation des partis politiques au Sénégal d'exiger le parrainage en amont, c'est-à-dire lors de la création d'un parti politique. Il va être exigé un certain nombre de signatures à raison d'un certain nombre dans plusieurs régions du pays. C'est pour vous dire que le parrainage dans son principe, il est bénéfique. Voyez. Mais c'est l'usage en fait. C'est l'usage qu'on en fait. Voilà, que l'on fait de ça. Qui peut poser problème et qui pose problème dans le cas d'espèce pour la présidentielle. Et le dialogue politique a demandé de supprimer le parrainage au local, par consensus. Ça aussi, ça veut dire que c'est l'usage. Il faut voir les situations, les conditions. Au local, ça va être très compliqué. Et ça peut être contre-productif. C'est pourquoi on a demandé de l'éliminer au niveau des locales. Mais au niveau de la présidentielle et des législatives, je pense que ça peut être maintenu à condition que les modalités soient revues et conformées aux principes. Voilà. Est-ce que cette loi, quelque part, elle viole un peu le secret du vote? Vous l'avez également souligné, le fait qu'aujourd'hui, on ne peut parrainer qu'un seul candidat. Et puis, on a l'impression que lorsqu'on parraine un seul candidat, c'est automatiquement un choix de vote. Si vous décidez, par exemple, de parrainer M. Diakhaté, ça sous-entend que vous allez voter uniquement pour lui. Est-ce que quelque part, ça ne trahit pas un peu ou ne viole pas le secret du vote? Mais parfaitement, ça fait partie des griefs énoncés par l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Il est évident que le vote, en ce moment-là, n'est plus secret. Parce que les gens qui vont accepter d'être signataires d'une liste pour un candidat ou bien accepter d'être parrain, forcément, souvent, ce sont des gens qui vont voter pour ces personnes-là. Donc, évidemment, cela va se poser. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au Sénégal, la majorité à l'époque avait sorti une déclaration pour dire qu'ils avaient, à l'époque, je pense, plus de 3 millions de signatures
Donc, sur pratiquement un potentiel d'électeurs de 5 millions, mais vous vous rendez compte que déjà, là, c'était la majorité assurée. Tout à fait. Et ce sont ces chiffres qui se sont reflétés finalement sur les résultats obtenus. Et c'est une façon d'assécher le bassin électoral. Absolument, voilà. Pour les autres, Exactement. qui risquent de ne pas avoir de parents. Exactement. Si vous prenez tous les parents, Mais c'est clair. alors le reste... on l'a vu, ce système, on l'a vu au Bénin. Voilà, Finalement, voilà. on s'est retrouvé avec une élection sans... Le Bénin a été le meilleur élève du Sénégal de ce point de vue. Ouais. On va terminer avec cette question, Monsieur Ning. Alors, en cas de transhumance de parrainage, lequel des deux candidats incriminés sera débouté si jamais les mêmes noms de référence du parrain se retrouvent de part et d'autre sur les listes? Voilà, question cocasse qui n'est pas réglée. Et c'est pourquoi les auditeurs ont demandé là qu'une loi soit prise Absolument. pour définir les modalités et les conditions du parrainage. Parce que là, on a dit, lorsqu'on on parraine deux candidats, on tombe sous le coup de la loi, mais on n'a pas défini les circonstances, les conditions, les modalités, les possibilités de recours pour celui qui l'a fait, les peines qu'il encourt, etc., etc. Voyez. Et donc, je veux vous interrompre, Monsieur Ning. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie du débrief. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Quittant le Sénégal, cap cette fois-ci du côté de la Guinée. On va parler de cet opposant qui a cristallisé l'opposition guinéenne pendant des années. Il s'agit évidemment de Cellou Dalein Diallo, candidat malheureux lors des élections présidentielles de 2010, 2015 et de 2020. Quelle appréciation faites-vous du combat et du parcours de Cellou Dalein Diallo dans la sphère politique guinéenne? Écoutez, Cellou Dalein Diallo reste une bête politique en Guinée. Quand même, c'est un homme politique, un acteur qui, en tout cas, a eu certainement le plus grand nombre de postes ministériels. Il a occupé véritablement beaucoup de postes. Il était Premier ministre, député. Mais auparavant, il a été ministre des Transports, ministre des Travaux publics, ministre de l'Environnement. Bon, enfin, il a capitalisé un certain nombre donc d'expériences à ce niveau-là. Exactement. Et il faudrait quand même commencer par rappeler que c'est un économiste de formation, quelqu'un qui a travaillé au niveau de la BCRG, de la Banque centrale de la République de Guinée, et qui effectivement a eu une expérience aussi bien au plan professionnel qu'au niveau politique. Maintenant, quand il a pris le parti UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, en 2007, il a trouvé un parti déjà de feu Mamadou qui avait quand même une certaine ossature, un parti également qui a été, disons, complété par d'autres apports, d'autres partis aussi qui sont venus s'agréger avec l'UFD dans un premier temps, le PUR et autres, d'autres partis qui sont venus former l'UFDG que Cellou Dalein Diallo a commencé à diriger en 2007, après qu'il ait effectivement quitté le poste de Premier ministre, donc du général Lansana Conté. Donc c'est quelqu'un qui a quand même une grande expérience. Il est deuxième vice-président de l'Internationale sociale libérale. Et également, au niveau de la Guinée, il a marqué son empreinte, vous l'avez rappelé. Il s'est présenté 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Il va actuellement sur ses 69 ans. Il est né en 1952. Bon, on me dira que quelque part, il est peut-être un peu disons, à la fin d'une carrière politique, mais je dirais non. On va justement parler de ce chiffre en ce qui concerne évidemment, ces nombres, qui concerne l'âge du candidat et opposant Cellou Dalein Diallo. Je reste avec vous, Karim Diarraté. Vous revenez fraîchement de la Guinée. Quel est le climat en ce qui concerne évidemment Cellou Dalein Diallo? Comment se porte-t-il? Bon, il faut le dire, je pense qu'il est resté toujours combatif. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a subi certainement des coups, disons-le comme ça. Depuis donc l'élection, la dernière élection, il est un peu reclus chez lui. Il a d'ailleurs été empêché de sortir du territoire il n'y a pas très longtemps. Donc quelqu'un également qui a perdu en chemin beaucoup de militants, certains morts quand même dans des conditions d'autres toujours emprisonnés. En prison, même si depuis quelques jours il y a comme un vent de libération, on va peut-être y revenir. Mais bon, je le trouve combatif. Il a récemment donné un entretien à un site guinéen dans lequel effectivement il parlait de son engagement donc à poursuivre la lutte. Mais c'est un combat politique
qu'il mène depuis très longtemps. Et je pense que de ce point de vue-là, il a l'appareil politique qu'il faut et il a certainement également la détermination pour aller vers l'objectif qu'il vise. Monsieur Ning, Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, ils étaient très proches. Le pouvoir, est-ce la raison principale de leur divorce? Oui, ils étaient peut-être très proches sur le plan personnel, mais sur le plan idéologique, ils sont très opposés. Voilà, parce que Alpha est un révolutionnaire, un panafricaniste, n'est-ce pas, et Cellou est un libéral. Donc il y a un antagonisme entre ces deux idéologies, ces deux conceptions, ces deux visions. Sans doute cela peut expliquer leur opposition frontale et leur rapport très tendu sur le plan politique. Alors, mais je voudrais moi revenir un peu sur le contexte politique de la Guinée pour mieux comprendre un peu ce qui s'y passe et peut-être les perspectives pour l'un ou pour l'autre. Il y a d'abord que à l'indépendance, nos pays étaient confrontés à une transition politique entre l'indépendance formelle, nominale, et la souveraineté. Il y avait une transition à faire qui n'était pas facile, qui était extrêmement complexe. Et ça a nourri un débat pendant un temps très aigu, très passionné entre les dirigeants de l'époque, et ça a fini par créer deux blocs, le bloc de Casablanca et le bloc de Monrovia. Et la Guinée était dans le bloc de Casablanca qui était animé pour l'essentiel par les hommes de gauche. Il y avait Gamel Abdel Nasser, l'Égypte, le Maroc, Mohamed V, l'Égypte, il y avait l'Algérie, Ben Bella, il y avait Modibo Keïta au Mali, Sékou Touré en Guinée et le Ghana avec Nkrumah. Alors, si vous regardez ce contexte-là, vous voyez que tous ceux que j'ai cités ont été soit assassinés, soit victimes de coups d'État. Vous voyez, éliminés par les puissances en fait étrangères, n'est-ce pas, qui étaient plus proches du groupe de Monrovia que du groupe de Casablanca. Et dans ce cadre-là, la Guinée a fait l'objet d'isolement sur le plan politique et économique pendant très longtemps. Certes, il y avait des raisons internes, des facteurs internes qui peuvent expliquer la situation de la Guinée. Mais il y avait des facteurs externes, à mon avis, qui étaient d'ailleurs plus déterminants pendant, en tout cas, un certain temps, qui expliquaient la situation de la Guinée et son cheminement. Alors, il y a un autre facteur important dans le contexte, c'est la transition après le décès de Lansana Conté. Alors, cette transition renseigne sur beaucoup de choses parce que la communauté internationale qui s'était emmurée dans une sorte d'omerta, de silence, d'indifférence, n'est-ce pas, a subitement montré un intérêt, n'est-ce pas, l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, n'est-ce pas, pour venir non seulement financer la préparation des élections, le déroulement des élections, n'est-ce pas, et promettre de soutenir, n'est-ce pas, la Guinée pour traverser la transition. Et M. Ning, au vu de tout ce que vous venez de dire, ça sous-entend quoi? Qu'aujourd'hui la Guinée est victime de son passé? Oui, je veux dire que pour mieux comprendre encore, en 2010, deux ans après, 2008, n'est-ce pas, décès du président Conté, transition qui a été d'ailleurs très controversée, où il y a eu les événements du 28 septembre, avec 156 morts, n'est-ce pas? Alors qu'auparavant, en 2007, avec les manifestations des syndicats, il y avait 180 morts déjà. Vous voyez? Alors, les mutineries, etc. Il faut dire que, en réalité, en 2010, aux élections, Cellou s'est retrouvé avec plus de 40% des suffrages, alors qu'Alpha était à 18,25, je crois, au premier tour. Au premier tour. Et au second, alors il a fallu prolonger, évidemment,
les élections. Là aussi, on ne pouvait pas... il y avait des arguments. Il fallait recenser la population, faire les cartes d'électeurs, installer la CENI, etc. On va y revenir, évidemment, M. Ning, sur ce processus électoral en ce qui concerne la Guinée. On va s'arrêter un instant, Diakhaté, sur le parti politique de Cellou Dalein Diallo, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce parti avait décidé un temps de boycotter un petit peu les joutes électorales qui se déroulaient dans le pays. Ils sont revenus après. Qu'est-ce qui a pu motiver ce retour? Bon, mais écoutez, je pense que c'est la réelle politique. Parce que quelque part, l'UFDG a perdu quand même un peu de temps dans la contestation populaire. À un moment donné, le parti était donc affilié avec le FNDC, le Fonds national pour la défense de la Constitution, et il y a eu en tout cas des mots d'ordre qui avaient été donnés, et de ce point de vue-là, l'UFDG avait véritablement une certaine prégnance, une participation en tout cas très remarquée. Bon, il faut quand même dire que l'UFDG, entre 2010, disons 2015 et actuellement, il y a eu quand même beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Exactement. Oui. Déjà, lors de la dernière législature, l'UFDG avait 37 députés sur les 114 de l'Assemblée nationale. Actuellement, l'UFDG n'en a pas. Et de fait, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, se retrouve, lui qui était chef de file de l'opposition, se retrouve pratiquement avec un parti qui n'est plus présent, en tout cas sur la scène, pas sur la scène politique, mais à l'Assemblée nationale. Et parlons de ce parti politique. Alors, vous l'avez souligné, hein, Cellou Dalein Diallo était à la tête de ce parti politique, présenté comme candidat lors de l'élection 2010, qu'il a échoué, 2015, il a échoué, 2020, il a échoué. Quel est le climat qui prévaut en ce moment au sein même de ce parti politique? Bon, mais écoutez, je pense que les militants de l'UFDG, la majorité, essentiellement, sont toujours derrière Cellou Dalein, pour plusieurs raisons. Monsieur Ning l'a rappelé, en 2010, il était véritablement parti pour gagner les élections. On a vu effectivement au second tour. Par la suite, il n'a pas pu donc renverser la tendance. Le président Alpha Condé a été élu. En 2015, il y a eu ce qu'on a appelé le coup KO, avec tout ce qu'il y a eu, hein, comme on ne va pas revenir sur tous ces événements, mais c'est un parti qui reste très fort. Il faut regarder déjà les résultats obtenus lors des dernières élections, surtout avec le fait que le parti s'y est pris très tard. L'UFDG s'est présenté très tardivement. Ils ont pris vraiment du temps pour se décider. Oui, parce qu'ils étaient dans ce processus de boycott. Exactement. Ils étaient donc dans un processus de boycott avec donc le FNDC. Par la suite, ils ont décidé de se représenter, mais l'UFDG garde encore toute sa vitalité. Écoutez, c'est un parti qui a pratiquement plus de 100 fédérations. 105 exactement, dont 49, je crois, une cinquantaine se trouvent à l'extérieur. Un parti qui est très fort au niveau de la Guinée, avec le RPG Arc-en-Ciel et certainement l'UFR, ce sont quand même les partis les plus en vue. Mais l'UFDG a quelque chose d'assez spécial. On a vu récemment, j'étais en Guinée, vous l'avez rappelé, le président Cellou Dalein Diallo a pu maintenir cette dynamique de combat. Il est d'ailleurs en train, parce qu'on lui a empêché d'ouvrir sa permanence, donc le siège de son parti. Il ne peut pas, donc par conséquent, organiser des assemblées générales régulières, mais il a décidé, par des visioconférences, en tout cas, il a pu trouver une manœuvre pour faire en sorte que chaque semaine, il y ait un dialogue permanent avec ses militants. Un dialogue permanent. Monsieur Ning, vous l'avez également souligné, hein, mon cher Diakhaté, Cellou Dalein Diallo, c'est ce qu'il a déclaré, hein, qu'en tout cas aujourd'hui il n'est pas prêt à prendre la retraite, il n'envisage aucune reconversion dans le pays. Ça sous-entend quoi, monsieur Ning? Que dans les années futures, on doit s'attendre à voir le candidat Cellou Dalein Diallo à la présidentielle en Guinée? Oui, je pense qu'on doit s'attendre à le voir à la présidentielle, comme on doit s'attendre à voir aussi Alpha à la présidentielle. Parce que Alpha, il dit... mais ce qui va poser encore la question d'un quatrième mandat. Justement, non, il a dit que ça on a déjà eu la problématique du troisième mandat en Guinée. Interviewé par Jeune Afrique, il dit que ce n'est pas le quatrième mandat, mais ce sera le premier mandat de la 4e République. Absolument. Vous voyez, donc il faut s'attendre à ce que, n'est-ce pas, tous les deux, ils reviennent sur la scène et ils se battent. Et avec l'histoire du 4e mandat, n'est-ce pas, là-bas, en Guinée,
ici au Sénégal, le 3e ou le 4e mandat, et ailleurs, bon, au Bénin, etc. Je pense que ça aussi, on devrait pouvoir réfléchir aussi là-dessus en Afrique. Parce que nous tombons un peu dans le piège des mandats, de la limitation, en fait, des mandats, en tout cas du nombre de mandats. Oui, mais c'est le système que vous avez évoqué aussi, M. Ning. Prenons le cas, vous l'avez souligné, la problématique du 4e mandat, par exemple, en Afrique centrale, ne pose pas problème. On a vu le président défunt Idriss Déby Itno, un 6e mandat, voilà. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, 4e mandat. Voilà. On a l'impression, pour le Biya, effectivement, on a l'impression que cette problématique n'a pas écho, résonance dans cette partie du continent. Tout à fait. Et ça mène au pays dans l'instabilité. Je veux dire que il y a la transition politique dont je parlais tout à l'heure entre l'indépendance formelle et la souveraineté. Nos pays, 60 ans après, peinent à sortir de cette transition-là. Parce que justement, il y a des dimensions qui sont totalement ignorées. Par exemple, la dimension culturelle. Exactement. Culturellement, nos démocraties en Afrique sont plus consensuelles qu'en Europe. Oui. En Europe, on dit, bon, il faut, pour être président, avoir la majorité et avoir 50% plus 1, et que cela corresponde avec 25% des électeurs. Nous, on a copié tout de suite ça, dans nos constitutions, etc. Bon, on l'a enlevé en 98, c'était comment ils appellent ça, le quart bloquant, c'est revenu et on l'a enlevé finalement. Alors qu'on aurait pu maintenir cela peut-être, mais en demandant que les 51% ou les 50 et quelques pourcents correspondent à 40% des électeurs. Absolument. Ou alors à 40% d'électeurs, comment on le dit, de grands électeurs, etc. Pour se rapprocher un peu de ce qui se passait en Afrique, de notre culture. Mais on ne le fait pas. On copie, on fait du copier-coller et on est prisonnier après de ces histoires de 1 mandat, 2 mandats ou 3 mandats. Oui, parce que même là, la nouvelle formule, vous l'avez dit, M. Ning, c'est une formule, on va dire, une formule peut-être générale, puisqu'on la retrouve un peu partout. Premier mandat de la 4e législature, 2e mandat de... Donc, vous voyez, c'est une formule qu'on a l'impression qu'il cautionne un peu... Ils trouvent des techniques pour sortir. Ils révisent la Constitution. Et ils te disent qu'on est dans la 2e ou la 3e République. Absolument. Et que maintenant, je ne suis plus à 2, je suis à 1, je ne suis plus à 4, je suis à 2, etc. Revenons justement en ce qui concerne le scénario de la Guinée, avec notre ami opposant Cellou Dalein Diallo. Quel avenir politique pour l'opposant guinéen, mon cher Karim Diakhaté? Écoutez, bon, je pense que son avenir politique est lié quand même à l'avenir politique de la Guinée d'une manière générale. Parce qu'en réalité, M. Ning l'a rappelé, autant Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, que le président Alpha Condé, donc du RPG Arc-en-Ciel, ont pratiquement, ils sont dans les mêmes conditions de briguer un autre mandat éventuellement. Je vous rappelle que ce mandat en cours du président Alpha Condé court jusqu'en 2026. En ce moment-là, Cellou Dalein Diallo aura certainement 74 ans, Inch'Allah, si Dieu lui prête vie, ce que nous lui souhaitons. Et c'est l'âge où le président Abdoulaye Wade est venu au pouvoir au Sénégal. Et il a pu faire 2 mandats de suite. Bon, maintenant, si on... Donc l'âge, ce n'est pas un problème. C'est relatif. 70 ans l'année prochaine. On a vu des présidents africains faire plus de 80 ans au pouvoir. On a vu le cas du regretté Mugabe et autres. Bon, pour moi, ce n'est pas tellement limitatif. Regardez le cas de Bédié, Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Il va allègrement sur ses 80 ans. Il a 80 ans, en tout cas, quand il s'est présenté aux élections. Et bon, voilà, mais en fait, il faudrait, pour revenir au cas particulier de Cellou Dalein Diallo, interroger d'abord le fonctionnement même de son parti. L'UFDG, je l'ai rappelé, est un parti quand même qui a beaucoup de fédérations, qui siège au niveau de l'international libéral et qui a également des jeunes pousses, je pense. Oui, parce qu'il a dit qu'il est prêt aujourd'hui à laisser le siège à la jeunesse. Mais justement. Va-t-il le faire? Non, il y a une nouvelle génération, comme en Côte d'Ivoire, des gens, je pensais à Ousmane Gawal Diallo, il y a beaucoup d'autres qui peuvent effectivement prendre cette place-là. Va-t-il le faire, Karim Diakhaté? En réalité, est-ce que les militants de l'UFDG sont prêts actuellement à céder donc la présidence à un autre? Parce que jusqu'à présent, Cellou Dalein Diallo, en tout cas, remplit toutes les conditions pour mener quand même le combat politique qui peut effectivement amener ce parti au pouvoir. On l'a vu, il y a les résultats électoraux d'ailleurs qui le montrent, même si Cellou persiste à dire que l'élection, donc la victoire lui a été volée. Bon, mais on peut effectivement voir que c'est un parti qui a encore des ressorts et que lui-même, homme politique, acteur politique, a véritablement
comme les chats plusieurs vies. Il peut rebondir, effectivement. Il a été empêché, effectivement, de se mouvoir, mais cela ne l'empêche pas, nous l'avons rappelé, de mener des activités politiques à travers Internet qui, effectivement, consolident déjà la dynamique de son parti. Mais il faudrait regretter quand même, il faut commencer par regretter le fait que le parti ne soit pas présent à l'Assemblée nationale pour peser de tout son poids sur en fait les décisions qui sont prises, en tout cas durant tout ce mandat-là. Et retenez que celui qui l'a remplacé comme chef de file de l'opposition, en l'occurrence M. Mamadou Sylla de l'Union démocratique de Guinée, l'UDG, avec 4 députés, est devenu le chef de file de l'opposition. Alors qu'en son temps, le FDG comptait 37 députés sur les 114 de l'Assemblée. Monsieur Ning, évidemment, Monsieur Karim Diakhaté nous a rassuré un petit peu en ce qui concerne l'avenir du parti politique, l'UFDG de notre ami Seloud Alain Diallo, mais il a également souligné à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de siège pour ce parti politique. Est-ce que quelque part, le combat voulu par le président Alpha Condé, qui était un petit peu, permettez l'expression, de museler un petit peu l'opposition, en l'occurrence ce parti politique, est-ce que cette stratégie a marché? Parce qu'on remarque que le parti politique de celui d'Alain Diallo, on va dire qu'il est inexistant aujourd'hui, même dans la scène politique, en ce qui concerne évidemment l'Assemblée nationale. Oui, je vais avoir une lecture strictement politique. J'évoquais le contexte justement, et M. Diakhaté a bien compris en disant que l'avenir de Seloud Alain Diallo est lié à l'avenir de la Guinée. Vous voyez, Alpha, lui-même, le chemin lui a été balisé. Si vous prenez les événements de 2006, de 2007, parce qu'avant 2006, 2007, 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis étaient quasiment inexistants en Guinée, en hibernation. Aucune activité. Et les syndicats également, et la société civile. Oui. C'est à partir de 2006 et 2007 que les syndicats ont pris la tête de la contestation du mouvement social. D'abord sur une base économique, parce qu'il y avait une flambée des prix, n'est-ce pas? Il y avait une inflation extraordinaire du franc guinéen, etc. La vue était de l'électricité, on ne l'avait pas 24 sur 24. Il y avait des problèmes d'eau, des problèmes de route. Là, c'est toujours le cas aujourd'hui en Guinée. Et en 2007, les syndicats sont passés des revendications économiques aux revendications politiques. Oui. Donc le chemin a été balisé d'une certaine manière à Alpha. Alors, il s'y ajoute que la société internationale qui était jusque-là dans l'omerta s'était brutalement intéressée à la Guinée. Donc la Guinée était devenue sous haute surveillance. Oui. Donc ces deux facteurs ont fait qu'on bénéficiait à Alpha, on balisait la voie Alpha. Alors, donc, si pour Seloud, ces facteurs-là continuent de jouer, et s'il continue de travailler dans son parti et à se battre, à mobiliser ses troupes, il n'est pas impossible qu'il arrive, n'est-ce pas, à la victoire un jour. Je voudrais évoquer un dernier facteur, c'est la sociologie de la Guinée qui a joué aussi. Parce que les Malinké, les Soussous, les Peuls, la communauté Peul, les forestiers, la plupart de ces communautés ont un rapport assez, disons, particulier avec le chef. Et Alpha, il me semble, a joué sur ça. Les préfets, les sous-préfets, les chefs d'arrondissement, etc. ont dû faire un certain travail, aussi bien en 2010 qu'en 2015. Et parlons du président. Ça veut dire que même dans la communauté de Seloud, des gens ont pu voter massivement pour Alpha. Parlons du président Alpha Condé, mon cher Karim Diakhaté. Alors le président disait à la veille de sa victoire, tendre la main à tous les fils et filles de la Guinée. Cette main tendue exclut-elle l'opposant Seloud Alain Diallo? Vous l'avez dit, aujourd'hui il est un petit peu enfermé dans sa résidence. Est-ce que cette main tendue va arriver jusqu'à l'opposant Seloud Alain Diallo? Non, mais dans tous les cas, je pense qu'il est nécessaire d'aller vers un dialogue inclusif. Bon, mais ce dialogue, quand même, sous-tend également que, en tout cas, un certain nombre de blocages, en tout cas, un certain nombre d'aspects soient revus. Parce qu'on l'a vu effectivement depuis le 20 octobre 2020, 2 jours après donc l'élection présidentielle, M. Seloud Alain Diallo donc est empêché en fait de se mouvoir. Récemment,
il avait été empêché de prendre l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, assister aux obsèques de l'ancien Premier ministre, le défunt Ahmed Bakayoko. Bon, mais je pense que c'est une décision judiciaire. En fait, c'est le président de l'Assemblée nationale, paix à son âme, qui est décédé hier, qui avait pris cette décision. Et je pense qu'il faudrait quand même aller vers un apaisement des deux côtés. Il faudrait que le pouvoir, le président Alpha Condé, donc, tende la main, une main sincère à toute l'opposition guinéenne, au-delà de Cellou Dalein Diallo, à Sidya Touré, à Lansana Kouyaté. Mais est-ce qu'au vu de la position de Cellou Dalein Diallo aujourd'hui, qui n'exclut pas évidemment de revenir sur la scène politique guinéenne, vous pensez qu'il va la saisir, il va la saisir cette main? On peut parfaitement comprendre l'attitude de Cellou Dalein Diallo, parce que quelqu'un qui voit pratiquement tout l'état-major politique de son parti, entre guillemets, décapité, plus ou moins, certains embastillés et autres, effectivement, doit d'abord réclamer que justice soit faite. Bon, mais il y a également, on l'a dit, la réelle politique. Il y a également les exigences du moment qui font que, forcément, tous les acteurs doivent converger vers un seul sens, qui est bénéfique pour toute la Guinée. C'est l'union des cœurs, en fait, autour d'un idéal commun. Parce que de toute façon, ce qui est fait, il faudrait un peu recoller les morceaux, aller maintenant vers en tout cas, un dialogue inclusif, on l'a dit, on le répète encore, mais il n'y a pas d'autre alternative. Il faudrait effectivement que le pouvoir, que le président Alpha Condé, donc, véritablement fasse ce qui est nécessaire pour que les cœurs reviennent quand même à de meilleurs sentiments et que Cellou Dalein Diallo, quand même, qui a un rôle important à jouer en Guinée, puisse véritablement venir à la table de négociation et discuter de l'avenir de la Guinée. L'avenir de la Guinée, Monsieur Ning. Alors, est-ce que l'avènement dans la scène politique guinéenne de Cellou Dalein Diallo, vous l'avez souligné, en 2007 déjà, il y a le parti politique, 2010, il y a la candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que sa venue dans la scène politique guinéenne a-t-elle renforcé le clivage social dans le pays? Vous avez parlé tout à l'heure, on va dire, de cette séparation ethnique. Tout à fait. La Guinée est plus ou moins divisée aujourd'hui, parce que en fait, Cellou est une force politique. Au-delà même d'être une bête politique, c'est une force politique incontournable en Guinée aujourd'hui, et dans la sous-région, et au plan international. Donc, il est retenu comme tel au niveau de la communauté internationale. De ce point de vue seulement, il a un avenir politique. Maintenant, comment ça va se jouer cet avenir politique? Quand est-ce qu'il va accéder au pouvoir? Et comment? C'est ça qu'on ne sait pas encore. Évidemment, c'est les questions qu'on se pose, Monsieur Ning. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci à Abdou Karim Diarraté, journaliste, analyste politique, d'avoir participé au débrief. Merci. Nous remercions également Djibril Ning. Vous êtes membre du groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, CRADEC. Merci d'avoir participé au débrief. Merci. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.